Êtes-vous hôte d'un Airbnb? Simplifie tes paiements avec Ancapé. Tu viens de recevoir une demande de réservation? Avec Ancapé, l'envoi de paiement devient un jeu d'enfant. Crée et envoie un lien de paiement personnalisé en un clic directement à ton client. Il pourra payer en toute sécurité depuis n'importe où dans le monde avec le moyen de paiement de son choix. Tu reçois l'argent directement sur ton compte. Avec Ancapé, fini les tracas. Simplifie tes transactions dès aujourd'hui. Donc je disais tout à l'heure que la location courte durée, j'en fais déjà pas mal en Côte d'Ivoire. Je suis en train de travailler sur un gros projet de location courte durée au Cameroun. J'y crois tellement que je construis un immeuble pour faire de la location courte durée, totalement dans l'immeuble. Je suis en train de prendre aussi des appartements au Sénégal. Donc le but de cette masterclass, c'est de vous parler de cette opportunité parce que je me rends compte que les coûts d'investissement ne sont pas énormes et pourtant les rentabilités sont vraiment très intéressantes. Et on connaît tous déjà le business de location courte durée avec Airbnb qui a rendu ça très, très vulgaire. Beaucoup d'entre nous sont des consommateurs de ces appartements-là, mais je pense que peu savent qu'ils peuvent réellement faire de l'argent avec ça au point d'en bénéficier. Et donc le but pour moi ici, c'est de vous expliquer étape par étape comment je fais pour choisir un secteur dans lequel je me lance, comment je fais pour trouver les bons appartements, comment je fais pour contractualiser, ainsi de suite. Alors, je vais exposer pendant 30 à 45 minutes et le reste du temps, ça va être de l'échange. OK? Ça ne veut pas dire que pendant que je suis en train d'échanger, si vraiment il vous faut poser une question, vous la posez, mais l'idéal, c'est de les réserver quand même pour la phase de questions-réponses. Alors, l'allocation courte durée est intéressante de par son principe même, à peu près partout. Si vous êtes dans un pays dans lequel vous avez des hôtels, alors a priori, vous pouvez faire de la location courte durée. Parce qu'en fait, la location courte durée vient se positionner en concurrence avec les hôtels pour proposer moins cher. Il faut savoir que les hôtels en Afrique sont vraiment très chers. Les bons hôtels, c'est quoi? La nuit à 150 000, 200 000. 200 000, c'est 300 euros. 300 euros la nuit. Dans des hôtels que l'on appelle vraiment convenables en Afrique, des 5 étoiles. Mais 300 euros, c'est quand même très cher. Donc, si vous parvenez à créer de beaux endroits, et c'est le principe de la location meublée, c'est que vous créez un bien de très bon standing et que vous parvenez à louer bien en dessous des prix que les gens ont dans le marché hôtelier. Et donc, logiquement, ils ont le choix soit d'aller à l'hôtel là où ça coûte pas mal cher et venir chez vous, là où c'est, en termes de qualité, pas très différent, mais beaucoup moins cher que l'hôtel. Et donc, de base, pour moi, c'est quelque chose qui peut fonctionner à peu près partout. Le vrai challenge, c'est faire connaître ce qu'on est en train de faire et où c'est. Mais c'est pour ça qu'une plateforme comme Airbnb est très intéressante, parce que justement, elle permet de savoir assez rapidement où sont les bons biens et comment on peut faire pour y accéder. Donc, première étape, est-ce que c'est un bon business? Oui. Le principe des marges est très simple. Je vous explique juste le principe du business. Le principe du business, c'est je loue un bien. C'est pour ça que certaines personnes appellent ça faire de l'immobilier sans être propriétaire. Je loue un bien. Je fais des travaux s'il faut, mais je fais un bien top. Et derrière, je le mets sur le marché à des tarifs compétitifs. Je vais vous expliquer ma stratégie de décollage tout à l'heure. Je le mets sur les marchés à des tarifs compétitifs. Une fois que j'ai mis le bien sur le marché à tarifs compétitifs,
ce qui s'ensuit, c'est que normalement, je fais des ventes. Je vous expliquerai comment on fait ça aussi. Et on se rend compte très rapidement que si on loue un bien, par exemple, disons 50 000 francs par jour, sur un mois, si on a un mois plein, et ça peut arriver de temps en temps en été, ainsi de suite, on a fait 1,5 million. Je suis en francs CFA. 1,5 million pour un bien qui vous a coûté à la location peut-être 500 000 ou 400 000. Donc vous générez en marge brute à peu près 1 million de francs. 1 million de francs, c'est 1 500 € de marge brute sur un seul bien. Et on parle d'un bien qui vous a coûté moins de 10 000 € à mettre sur le marché. Je ne sais pas si vous voyez la puissance quand même du truc. Tu mets moins de 10 000 € pour mettre un bien sur le marché et ce bien-là peut te rapporter 1 500 € en un mois. Ça veut dire qu'au bout d'un an, en marge brute, tu as récupéré ton argent. Il n'y a pas beaucoup de business qui permettent d'avoir autant de rentabilité avec de petits montants. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement. Mais, je vais être honnête avec vous là-dessus, pour que ça marche, vous devez scrupuleusement respecter toutes les étapes qu'on va voir ici aujourd'hui. Si vous manquez une seule étape, n'allez pas dire que c'est Philippe qui avait dit. C'est souvent ce qui arrive. Quelqu'un fait un truc, il ne respecte pas bien une des étapes, après quand il n'a pas les résultats, il vient dire non, Philippe avait dit, mais en fait c'est n'importe quoi. Non. Alors, la première chose, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut le faire dans tous les pays au monde. OK? Y compris les pays africains. Parce que qui est concerné par ça? C'est souvent les clients qui sont en déplacement. Et il n'y a pas un pays au monde là où il n'y a pas d'aéroport. Donc ça veut dire que dans tous les pays, il y a des voyageurs. Dès qu'il y a des voyageurs quelque part, ils ont besoin de se loger. Ça c'est un truc pour lequel on n'a pas le choix. Dès que les gens voyagent quelque part, ils doivent se loger. Donc, soit ils vont vers des hôtels qui sont très chers, soit ils vont vers des Airbnb, Booking, Abritel, qui sont beaucoup moins chers. Aussi simple que ça. Alors, première étape, donc, les pays, ça peut se faire partout. Parce que, pourquoi vous ne me demandez pas, est-ce qu'on peut faire ça au Bénin? Est-ce qu'on peut faire ça au Gabon? On peut le faire partout. J'ai déjà répondu à cette question. Deuxième question. On peut le faire dans tous les pays, mais on ne peut pas le faire partout dans le pays. Et ici, je dois apporter une précision importantissime. Si vous n'êtes pas dans un quartier de très haut standing, ne faites pas de meublé. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent énormément dans ce business. Parce qu'ils vont aller prendre un bien, ils vont le mettre au standing incroyable et ils ne vont pas avoir de locataires. Pourquoi ils ne vont pas avoir de locataires? Parce que le public qui a de l'argent ne va pas dans ce quartier. Nos pays ne sont pas encore arrivés au niveau de la France, par exemple, dans lequel même si tu as un Melun, tu vas avoir des clients parce qu'il y a tellement de flux. L'Île-de-France, c'est 12 millions de personnes. Il y a tellement de flux que même quand les gens sont très loin, ils ont de la demande. Ce n'est pas le cas dans nos pays. Dans nos pays, l'activité va être concentrée autour des quartiers qui abritent souvent les gens qui sont de passage. Donc, dans la ville en question, s'il y a un quartier d'affaires, c'est pertinent d'être dans le quartier d'affaires. Donc, si vous êtes par exemple au Cameroun, Bonanjo, c'est pertinent, à Douala. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, le Plateau, c'est pertinent. Être dans le quartier d'affaires, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent pour les affaires. Il est là pour 1 semaine, pour 2 semaines, et il veut être proche des endroits dans lesquels il va aller faire ses activités. OK? Donc, premier endroit, les quartiers d'affaires. Les quartiers d'affaires. Deuxième endroit, les quartiers administratifs. Parce que dans certains endroits, les deux sont différents. Dans d'autres villes, les deux sont au même endroit. Deuxième endroit, les quartiers administratifs. Au Cameroun, j'ai inversé. Le quartier administratif, c'est Bonanjo. Le quartier d'affaires, c'est Akwa.
Mais vous voyez que c'est deux zones différentes, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun. Mais l'idée, c'est ça, c'est aller là où il y a du business. OK? Ça, c'est la première chose. Quand je parle du business, je ne parle pas du marché. Il avait dit le business, je suis allé prendre un truc à côté du marché. Non. Je parle du business dans les bureaux, là où il y a plein de sociétés, là où il y a des immeubles. La zone où quand tu arrives, tu as l'impression que tu es à l'étranger. Voilà, c'est cette zone-là. Tu peux être dans cette zone-là. La deuxième zone, c'est la zone dans laquelle les riches habitent. Les quartiers résidentiels de haut standing. On les connaît. Au Sénégal, vous avez les Almadies, Ngor. À Abidjan, vous avez certains quartiers de Cocody, pas tous. Zone 4. Au Cameroun, vous avez Bonapriso. À Douala, vous avez Bastos, à Yaoundé, ainsi de suite. Ces quartiers chics-là, qui sont déjà connus, c'est là que vous devez avoir votre appartement. Si vous allez ailleurs, en dehors de ces quartiers, je ne suis plus avec vous. C'est-à-dire que vous entrez en zone de turbulence. Et ça ne va pas bien se passer. Ces éléments que je donne là. Alors, ce que je viens de dire veut dire quoi? Que c'est pas parce que tu as déjà un appartement au pays que ça veut dire que c'est là que tu dois faire ton meublé. Parce que parfois, les gens, c'est la solution de facilité. J'ai déjà un appartement, il est déjà un endroit, donc je peux faire le meublé là-dedans. Pourquoi pas? Non. Fais ton appartement de la location classique, mais laisse les meublés. Parce que les gens préféreront toujours avoir un appartement moyen dans un bon quartier plutôt qu'un appartement de prestige dans un quartier éloigné ou un quartier qui ne leur plaît pas. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait des quartiers de standing dans nos pays? En général, c'est la sécurité, ce sont les infrastructures, c'est la qualité des bâtiments autour et qui sont les voisins. Par exemple, moi, je ne ferai pas de location meublée dans un quartier comme Bonamoussadi ou Makepe au Cameroun, à Douala. Je ne ferai pas de location meublée dans un quartier moyen. Parce que ce n'est pas là que la clientèle que je cherche va aller habiter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui vont là-bas ou qu'il n'y a pas de meublé là-bas. Je dis pour avoir le type de revenus dont je vous ai parlé tout à l'heure, plus de 1000, 1500, 2000 euros, je n'irai pas dans ce genre de quartier. Donc, l'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le quartier. Et même parfois dans un quartier, il y a un secteur qui est bien, un secteur qui n'est pas bien. Allez dans le secteur qui est bien. Parce que ce n'est que quand vous aurez respecté cette exigence que ce que je vais dire après va prendre son sens. Si vous n'êtes pas dans le bon quartier, laissez tomber. J'insiste dessus. Donc ne venez pas après me demander tout à l'heure, oui, mais tel quartier, qu'est-ce que tu en penses? Parce que vous voulez que je vous donne, que je valide votre idée ou que je valide votre projet. Le point, il est clair. C'est mathématique, oui ou non. Est-ce que ton quartier, c'est un quartier de haut standing dans la ville, oui ou non? Est-ce que c'est un quartier dans lequel... Et comment on sait ça? Est-ce que tu as des expatriés? Est-ce que les Blancs vivent là-bas? Est-ce que les directeurs du pays vivent là-bas? Est-ce que les boss du pays vivent là-bas? Parce que les gens qui ont de l'argent, quand ils vont quelque part, c'est ce genre d'endroit qu'ils cherchent. OK? C'est ce genre, et donc, c'est là que vous allez trouver votre clientèle. Une fois donc que vous avez trouvé l'appartement, la disposition de l'appartement est très importante. Alors, je précise bien évidemment qu'il y a à ça une exception. Si vous êtes dans une ville touristique, bien évidemment que ça change. Si vous êtes à Assini, en Côte d'Ivoire, si vous êtes à Sali, au Sénégal, si vous êtes à Kribi, quoique à Kribi, il y a une petite parenthèse. Si vous êtes dans une ville balnéaire, avec du flux de touristes, parce que tout à l'heure, vous voyez qu'il y a, il y a deux choses. En fait, il faut bien comprendre juste
la psychologie de vos clients et ça va être facile de savoir où implanter votre projet. Pourquoi les gens viennent au pays? Qui sont les consommateurs des meublés? Les consommateurs des meublés, ça va être soit des gens qui viennent pour du business, soit pour du tourisme, soit pour de la famille. En général, ce sont les trois. Et il faut donc vous demander où ces gens vont. Les gens qui viennent pour du tourisme, ils vont dans des endroits balnéaires. OK? Donc, vous pouvez bien évidemment lancer votre projet dans une cité balnéaire. Si c'est une zone de tourisme. Deuxième endroit, les gens qui viennent pour voir leur famille. Il faudrait que vous soyez donc dans un quartier chic. La troisième chose, ce sont les gens qui viennent pour du business. On en a parlé. Vous devez être dans un quartier de business. OK? Donc, avec ça, normalement, vous devez pouvoir vous-même réfléchir et déterminer s'il est pertinent que vous vous installiez dans telle ou telle autre ville, dans tel ou tel autre quartier. Est-ce que l'on est d'accord? OK, donc, je préfère que vous compreniez les principes pour que tout à l'heure, on évite les questions du genre, est-ce que je peux tel endroit ou pas tel endroit? Voilà, et qu'on ait des questions peut-être plus pertinentes. Le stade d'après, donc, c'est le type de bien. On est d'accord que le type de bien dépend de la configuration initiale que vous avez choisie. On est d'accord? Je vous déconseille de faire du meublé pour les familles. C'est-à-dire les gens qui ont des appartements à 3, 4 chambres, non. Parce que c'est un public extrêmement saisonnier. Les gens viennent en vacances très peu de temps dans l'année, en famille. C'est donc avoir un bien dans lequel une grande partie de l'année, vous ne pourrez pas le louer parce que vous n'aurez pas des gens qui viennent pour 3 à 4 chambres. Pendant les périodes des vacances, vous serez le king. Tout le monde va s'arracher votre appartement. Mais dès que cette période va finir, c'est foutu. Je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui prennent des gros appartements, 2, 3, 4 chambres pour faire du meublé. Mauvaise idée. En tout cas, d'après mon expérience. Et donc moi, ce que je dis, c'est le Saint Graal dans la location meublée, c'est la configuration qui se rapproche le plus de l'hôtel. Une chambre, salon. Pas plus. C'est le Saint Graal. Je vous ai dit que je construisais tout à l'heure un immeuble pour faire du meublé. Dans cet immeuble-là, on a une trentaine de chambres. Dans la trentaine de chambres, on a 2, et c'est les penthouses qui sont tout en haut, parce qu'il fallait, voilà. On n'a que 2 penthouses en haut qui ont 3 chambres. C'est tout. Et j'ai prévu que l'un des penthouses, je vais habiter dedans. Parce que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour ces 3 chambres. En 2 chambres, on en a par étage, je crois qu'on en a... On a 2 chambres. Voilà. Pour que vous compreniez, dans la configuration, on a 8 appartements par niveau. Dans les 8 appartements, on a une chambre. 2 chambres. Un seul. Parce que de temps en temps, quelqu'un peut se perdre et il veut 2 chambres. Mais le reste des 7 autres chambres, des 7 autres appartements qu'il y a par étage, il y a 1 chambre salon et 5 chambres, comme l'hôtel. Personne ne construit comme ça. Tous les immeubles, en général, sont construits pour de l'habitation. Vous allez voir que tous les immeubles, c'est des appartements de 2-3 chambres. Moi, j'ai fait le pari de faire un immeuble pour la location meublée. Donc, tout est pensé dans cet immeuble-là pour la location meublée. Parce que c'est hyper rentable. Attention, on va entrer, si vous voulez, même dans le détail de la configuration. J'ai fait une chambre salon, mais les autres, c'est des chambres classiques. C'est des chambres, mais pas tout à fait comme à l'hôtel. C'est-à-dire que ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a fait des chambres dans lesquelles vous avez un coin nuit et le reste, c'est un coin séjour. En fait, c'est un peu comme une... Comment on appelle ça? Des studios ici, voilà. C'est une sorte... Voilà, c'est des studios ici, voilà. C'est-à-dire que la pièce de vie et l'endroit où on dort ne sont pas séparés par une porte. Mais, tel qu'on l'a fait avec les architectes, on a configuré de telle sorte que le coin nuit soit isolé quand même. Et c'est là où il y a toute l'intelligence architecturale là-dedans, c'est que l'endroit où on va dormir, tu entres là-dedans, tu ne vois pas le lit.
Mais il y a bien un lit là. Parce qu'on le meuble, parce qu'on met des décorations. Mais il y a bien un lit dans la pièce où tu es. Hein. Mais juste qu'il n'est pas... C'est pas comme à l'hôtel où à l'hôtel, quand tu entres, le lit est le centre de la pièce. OK? Mais dans ce dont je parle, là, quand tu entres, c'est l'espace de vie qui est le centre de la pièce. Mais il y a un endroit pour dormir quand même. Donc, ça veut dire que la configuration de l'appartement est importantissime dans ce dont on est en train de parler. Vous avez dans votre chambre, salon, un appartement, OK? Et le gros intérêt même de ça, c'est que quand vous prenez une chambre salon, c'est moins cher que 2 chambres, 3 chambres. Vous prenez la configuration déjà la moins chère sur le marché. Parce que comme les gens, notamment dans nos pays, vivent beaucoup en famille, une chambre salon, ce n'est pas ce qui part le plus vite. Tu proposes à un Africain dans un immeuble une chambre salon ou 2 chambres, 3. Il va prendre 2, 3 chambres. Parce que même s'il est seul, il va prévoir la chambre pour le jour où il a de la visite de la famille. Donc les une chambre salon sont souvent moins chères et c'est eux qui nous intéressent. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'appartement. Une fois que vous avez donc pris l'appartement, vous avez visité l'appartement, il vous a plu. Vous arrivez à une double étape très importante, les travaux et le contrat. Le contrat, c'est le truc le plus important de tout ce qu'on va dire là. Parce que vous allez faire de la sous-location. Et quand on fait de la sous-location, il faut dès qu'on a un contrat en béton. Pour les plus anciens sur la chaîne, si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo d'ailleurs devant une gendarmerie au Cameroun dans laquelle j'exposais un médecin qui avait fait arrêter un de mes poulains. Pourquoi? Parce que le poulain lui avait loué 3 vieux studios. Et il a fait ce que je vous ai dit là. Il a tout cassé, il a refait des travaux. Tout, il a dépensé pour 15 000 €. Il a ramené du matériel ici, il a fait un conteneur. Il a aménagé les 3 studios. Et c'était fait sur une petite surface, mais très intelligemment fait. Il a fait une petite... Comme il y avait une petite hauteur, il a fait une petite mezzanine. En haut, il n'y avait que les lits. C'est tout. Et en dessous du lit, il y avait un petit coin cuisine. À gauche, une petite toilette. Et en bas, un petit espace de vie. Mais on parle de choses qui font au sol les 14-16 mètres carrés, hein, de très petites superficies. Donc l'idée de mettre le lit en hauteur était géniale. Parce que du coup, ça enlève la question de où est-ce parce que le lit prend de l'espace. Mais en mettant le lit juste au-dessus, parfait. Il a réaménagé les 3 appartements, 3 studios. Il a récupéré son argent, même pas en 6 mois. C'était tout le temps plein. Tout le temps plein. Je ne vous dirai pas les noms, mais même des stars venaient habiter là-bas. Des gens qu'on voit à la télé, tout ça. Dès qu'ils étaient au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il était à Bonapriso. Le quartier, truc. Il était même à la frontière. Hein. C'est-à-dire, quand tu es là, la rue d'en face, c'est pas Bonapriso. Mais lui, il était à Bonapriso. Il était donc dans le bon quartier. Il avait le bon type de bien. Il avait refait les travaux au goût du jour. Et c'est là où je pense que beaucoup de gens vont pécher. C'est que beaucoup de personnes vont vouloir faire de la location meublée et ne pas assez investir dans les travaux. Mais ça, j'en parle juste après. Mais là où lui, il avait fauté, et ça nous a tous alertés, c'était dans le contrat. Il avait fait un contrat avec un monsieur malhonnête de chez malhonnête, un médecin. Je ne sais pas pourquoi les médecins sont souvent malhonnêtes comme ça. Pas tous, hein. Ceux qui sont ici là sont honnêtes. Mais il y a trop de médecins malhonnêtes. Et ce médecin-là, connaissant quelqu'un au commissariat, est venu quand il a vu que le truc... Déjà, quand il est revenu dans son espace, il ne reconnaissait plus l'espace. C'était nickel, propre. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu récupérer l'espace par force. Et il a commencé à dire au petit, non, tu n'as pas signé ci, non, je n'étais pas d'accord avec telle clause. Qui t'a autorisé à faire ça? J'ai vu que tu as mis l'eau. Pourquoi tu as mis l'eau? Des aberrations, hein? Comment tu peux mettre la lumière dans cette pièce? Qui t'a autorisé? Le contrat ne le dit pas. Et donc, il a amené, il avait son copain à la police. Du coup, mon poulet là, s'est retrouvé à être arrêté. Je repartais du Cameroun, je pense, le lendemain. J'ai dû faire une vidéo. Bon, je ne sais pas s'il est dans la salle et je ne pense même pas qu'il voudrait que j'en parle. Mais, comme quoi cette chaîne a complètement changé ma vie, quelqu'un qui a vu la vidéo m'a tout de suite appelé pour faire intervenir quelqu'un de la présidence.
Non, je voyageais même le même jour. Qu'est-ce que je raconte? J'allais au Gabon le même jour. Donc, je suis en train d'aller à l'aéroport et je ne sais pas comment ça va se passer derrière moi. Et donc, on appelle les gens jusqu'à la présidence. Pourquoi? Parce que le gars, il allait voir un policier hyper zélé qui, lui, elle allait voir le général qui était dans l'unité. Et donc, ils ont décidé qu'ils allaient le garder, sans aucun motif. Donc, je fais donc la vidéo. Ça, ce qui est drôle, parmi les premières personnes qui appellent pour dire non, ça, c'est un petit problème, on va régler ça, 2 enfants du général appellent. Pour dire non, ne vous inquiétez pas, notre père général là-bas, il va régler ça. Mais c'est ton père qui est en train de mettre... C'est ton père, le parrain de la mafia, que tu dis que tu veux résoudre. Pour faire court, aujourd'hui, ce général a été envoyé à la retraite. Le policier qui avait arrêté le gars, il a été mis dans un endroit et maintenant il fait des archives. C'est pas acceptable, quoi. C'est juste pas acceptable. Pour dire que oui, il y a ce genre de choses dans nos pays, je peux pas dire non, mais ce genre de choses prospèrent parce qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas que ça se fait. Contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas dans un système dans lequel tout le monde est d'accord avec ce genre de choses. Mais les habitudes ayant la peau dure, les gens qui sont dans le système depuis très longtemps, profitent de certaines, je sais pas moi, de la force qu'ils ont, parce qu'ils ont peut-être des uniformes, pour abuser de leur pouvoir de manière juste excessive, quoi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un contrat? La première chose qu'il faut mettre dans un contrat, c'est que vous voulez signer un bail commercial. Jamais un bail d'habitation. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'un bail d'habitation signifie que le bailleur peut vous mettre dehors. Un bail commercial signifie qu'il ne peut jamais vous mettre dehors. Bail commercial veut dire 3 ans renouvelable de façon quasi tacite. Partout. Pourquoi? Pour une raison toute simple. La loi n'autorise pas à un propriétaire. Et vous imaginez, supposons que cet espace, par exemple, il a été construit par une société, et il appartient à des gens, et le palais de congrès, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui loue. Vous imaginez si quelqu'un décide que, bon, lui veut récupérer son palais. Tous les événements que le palais de congrès avait déjà prévus, pour lesquels ils avaient déjà encaissé de l'argent, il lui dit comment vous partez dans 3 mois. Or, ici, on réserve, nous, on a déjà réservé pour l'année prochaine. Hein. On réserve sur 1 an ici, sinon tu n'as pas de place. Vous imaginez maintenant si quelqu'un vient leur dire que vous partez. Non, c'est pour empêcher ça. Parce que quand vous avez un commerce, votre lieu du commerce est le cœur même de votre activité. Vous imaginez quelqu'un qui a un restaurant. Il a fait toute sa pub, tout le monde le connaît déjà dans la ville, le Fouquet. Pourquoi vous pouvez déménager le Fouquet comme ça? C'est pas possible. Donc les bailleurs qui savent évitent de louer en bail commercial. Mais 99% des bailleurs ne savent rien du tout. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent leur argent. Donc moi, je dis toujours, enlevez d'habitation, mettez commercial. Première chose, vous devez signer un bail commercial. Deuxième chose, vous devez vous arranger avec le bailleur sur les travaux. Il y a 2 types de travaux. Il y a des travaux que j'appelle des travaux lourds et d'autres que j'appelle des travaux de rafraîchissement. Les travaux lourds, c'est tout ce qui va impliquer de la maçonnerie, de l'électricité, de la plomberie, du chauffage, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est des travaux lourds, parce qu'il faut casser des murs, ainsi de suite. Vous devez inclure, quand vous faites des travaux lourds, vous devez essayer de négocier avec le bailleur. Il peut refuser, mais vous devez essayer de négocier avec le bailleur pour qu'il supporte tous ces travaux. Ou alors, comme ils vont vous dire à 99% qu'ils n'ont pas les moyens, vous leur proposez un deal dans lequel vous supportez les travaux, mais vous défalquez le montant de ces travaux petit à petit sur le bail. Ça, déjà la moitié peuvent accepter. Si la moitié refuse, votre avant-dernier recours, c'est de leur dire, OK, moi, je veux prendre l'appartement. Vous refusez qu'on partage les travaux, c'est pas grave. Baissez-moi le coût du loyer. Et je supporte les travaux. Nos bureaux à Abidjan, dans lesquels je tourne souvent des vidéos,
C'est ce que j'ai appliqué. Le monsieur ne voulait rien entendre de toutes les autres stratégies. Rien entendre. Il disait que les entrepreneurs sont trop malhonnêtes. Chaque fois qu'ils louent, on ne paye jamais. Il dit que moi-même, je combats les malhonnêtes. Il dit, mais toi, je ne te connais pas. Un papa de 80, peut-être 90 ans maintenant. Il disait que lui compte cet argent pour se soigner tous les mois. Ça revient encore à l'histoire des finances. Ce monsieur, c'était l'un des hommes les plus puissants de Côte d'Ivoire, conseiller du président. Mais aujourd'hui, il compte sur une de ses maisons, parce qu'il a même vendu toutes les autres maisons. Il compte sur l'une de ses maisons pour se soigner. Et il est à Paris tous les 3 mois pour se soigner. Je lui ai dit, non, vous inquiétez pas, vous allez avoir votre loyer. Par contre, pour que je ne vous fasse pas défaut, convenons d'un prix que je peux payer. Donc, il m'a réduit le loyer quasiment de... On est quasiment à 3 000 euros, alors qu'à cet endroit, pour ce type de maison, on est plutôt vers 5 000 euros. Moi, j'ai fait mes calculs rapidement. Je gagne 2 000 euros par mois sur un bail commercial dans lequel je peux être là à vie. Donc, il n'y a pas de problème. Mon investissement, je vais le récupérer moi-même. Donc, vous voyez que vous avez 3 stratégies. Et si votre bailleur, comme ça a été le cas dans un autre appartement que j'ai filmé, que j'ai monté sur Internet, n'accepte aucune de ces clauses, il vous reste le recours du calcul. Faites votre calcul et voyez si vous êtes rentable. Moi, j'ai fait mes calculs, je me suis rendu compte que j'avais un bien que j'ai refait. On a dépensé là-dedans à peu près 15 000 euros pour rénover complètement le bien. Mais c'est un bien dans lequel on fait en marge par mois à peu près 1 000 euros. J'ai un bail de 3 ans reconductible de manière illimitée. Pourquoi je me prends la tête? Je prends. Tout est question de calcul à la fin de la journée. Est-ce que je suis vraiment rentable? Est-ce que j'atteins vraiment le pourcentage de rentabilité? J'accepte de céder au bailleur le fait qu'il refuse de faire des travaux. J'accepte qu'il refuse de faire X, Y, Z. Je prends ça sur moi. Mais ce que je négocie par contre, c'est diminuer le loyer. Ça passe toujours. Donc, au final, on est dans cette configuration-là. Donc, je disais, vous négociez le bail commercial pour les travaux. Vous devez négocier le fait que vous trouvez un deal avec lui, vous l'écrivez dans le contrat. Mais ce que je recommande aux gens qui lancent leurs premiers appartements, ce n'est pas d'aller vers des trucs où vous allez casser des trucs à gauche, à droite. Allez plutôt pour faire ce qu'on appelle du rafraîchissement. Les petits travaux. Et le rafraîchissement, c'est généralement de la peinture. C'est-à-dire un appartement qui est déjà bien disposé, l'électricité est à peu près aux normes, dans un bon quartier, une construction qui n'est pas très ancienne. Allez plutôt vers ça. Évitez d'aller vers des trucs dans lesquels il faut casser X, Y, Z, surtout quand vous débutez. OK? Ensuite, l'étape d'après, donc, une fois que vous avez votre contrat, bien évidemment, vous ne faites rien si vous n'avez pas de contrat. Hein. Moi, je vois tous les agents qui vous disent non, le bailleur a dit, je veux discuter avec le bailleur. On a perdu beaucoup d'appartements comme ça à cause des intermédiaires. Si je n'ai pas le bailleur, je ne discute avec personne. Si c'est l'agence qui représente le bailleur, je vais discuter avec le chef de l'agence. Un piège dans lequel on peut souvent tomber, donc, c'est de se dire, oui, mais l'immeuble, le bien est tellement rentable que je veux le prendre, mais je n'ai pas de... je dois céder sur quelque chose. Vous pouvez céder sur beaucoup de choses, mais comme j'ai dit, évitez de céder sur le fait que le contrat de bail doit être commercial. C'est votre assurance vie. Ne cédez pas là-dessus. Surtout quand vous démarrez. Moi, je peux céder. Dans quel cas je cède sur le contrat de bail pour le prendre même en bail d'habitation? C'est dans le cas dans lequel je suis dans un appartement dans lequel je n'ai rien à faire. Parce que pourquoi est-ce que je veux un bail commercial? C'est pour être sûr que je peux récupérer mon investissement. Mais si je suis dans un appartement dans lequel je n'ai rien investi, l'appartement était déjà propre, tout était nickel, je peux prendre un bail d'habitation. Vous voyez qu'il y a le principe, mais il y a l'intelligence de « OK, je peux faire une exception » parce que si je suis dans un bien dans lequel tout est propre, nickel, un immeuble par exemple, et il y en a plein, des immeubles neufs qui sortent, moi ce que je fais maintenant dans notre stratégie, c'est que quand on a un immeuble qui sort, on va voir le propriétaire, on lui dit « Tout est une chambre, salon, on les prend ». Le reste ne nous intéresse pas, pour des raisons qu'on a vues. Une chambre, salon, tout ce qui est dedans, 4, 5, 6, donne-nous.
parce que l'immeuble correspond aux critères qu'on a déjà vus au préalable. Et quand on va arriver, parce que vous allez vous rendre compte que c'est le meilleur deal que vous puissiez faire. J'ai eu une dame qui avait un petit immeuble de 4 appartements que j'ai perdu. Jusqu'aujourd'hui, ça me hante. La dame était d'accord. Elle va demander à son conseiller fiscal un toto. Il dit non, mais madame, elle me dit non, faites-moi rencontrer ce monsieur. Je ne croyais pas. Le monsieur arrive, oui, non, vous savez, maintenant, la loi ici en Côte d'Ivoire dit que les propriétaires doivent payer. Je dis, mais non, voici ce que... Je lui donne le texte de loi. Il dit, non, mais vous savez, même si c'est ça qui est écrit, il a mis la peur chez la dame. Elle ne nous a pas donné l'immeuble au final. Elle commence à me dire, oui, mais moi, j'ai mes enfants au Canada. Moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je vous suis sur les réseaux. Mais si demain, ma fille veut revenir et que je veux que vous lui libériez un appartement, vous pouvez refuser. Il dit, mais madame, nous, on prend de nouveaux appartements tous les mois. Ce n'est pas mon héritage. Donc, si vous me dites que vous voulez récupérer un appartement, vous me dites juste ça quelques semaines avant, comme ça, je boucle le calendrier pour qu'il n'y ait pas de réservation à ce moment-là. Et puis après, c'est totalement libre. Mais finalement, ça ne s'était pas fait. Mais sinon, l'idéal, ce serait de pouvoir louer. Parce qu'elle avait un petit immeuble dans lequel elle avait le même type d'appartement. C'est tout. Elle n'était pas allée très loin. C'était les 2 chambres. Mais j'étais prêt à lui concéder ça parce que c'était tous les appartements au même endroit. Pourquoi est-ce que je peux prendre des 2 chambres? Parce qu'un 2 chambres a la possibilité quand même que vous pouvez fermer une chambre. Et vous le transformez en 1 chambre. Une chambre salon. Vous voyez ce que je veux dire? 2 chambres, vous fermez une chambre et ça devient une chambre salon. Aussi simple que ça. Parce que même quand vous louez en une chambre salon, ça reste très rentable. Et le jour où vous avez un client de temps en temps qui veut 2 chambres, vous ouvrez la 2e chambre. Donc, l'étape là où je pense que 97% des gens se trompent, c'est à ce stade-ci. Vous avez tout respecté. Vous trouvez un bon appartement, bien situé, bon contrat. L'appartement répond à tous les critères. Et là où vous faites n'importe quoi, c'est dans l'aménagement. Arrêtez avec les murs verts, les murs bleus. Vous voyez le bleu ciel qu'il y a toujours au pays là. Arrêtez avec ces couleurs dans les maisons. Arrêtez avec les carreaux bizarres, les mosaïques dans les toilettes. Arrêtez avec ça. Vous devez faire un appartement niveau 5 étoiles. Si vous n'êtes pas prêt à faire un appartement niveau 5 étoiles, laissez tomber. Et niveau 5 étoiles ne veut pas dire que l'appartement coûte cher. La peinture bleue coûte plus cher que la peinture blanche. Si vous voulez réellement faire de la location meublée, abonnez-vous à quelques pages de design d'appartements sur Instagram. Il y en a plein. Et vous allez voir les mariages des couleurs. Les couleurs qui vont ensemble et les couleurs qui ne vont pas ensemble. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est un poste dans lequel vous ne devez pas essayer de faire une économie parce que sinon, ce sera une mauvaise économie. Prenez plutôt un architecte d'intérieur, payez-le, c'est pas grand-chose, mais qu'il vous conçoive quelque chose de moderne. Pourquoi est-ce que les gens vont venir dans votre appartement? Parce qu'ils vont avoir le sentiment de faire une bonne affaire. Et la bonne affaire, c'est quoi? C'est que vous leur donnez un bien. Tous les gens qui viennent dans mes appartements, je dis bien tous les gens qui viennent dans tous mes appartements, sans aucune exception, ont toujours l'effet « waouh ». On peut toujours améliorer, optimiser cet effet-là. Hein. Mais il faudrait que quand les gens entrent dans votre appartement, qu'ils se disent « est-ce que je suis vraiment en Afrique ici ?» Ça veut dire que vous ne devez pas lésigner dans la qualité que vous devez mettre dans l'appartement. Le type de canapé, n'allez pas prendre les cuits bizarres. Ou pire, quand quelqu'un entre dans un appartement, ça c'est chose que j'ai appris quand j'ai commencé à construire, la pièce la plus importante, c'est la chambre. Et l'élément le plus important, c'est le lit. Comment il dort? N'allez pas prendre le petit matelas du coin là. Par contre, s'il y a un endroit où vous devez bien investir,
c'est un bon matelas. Ne trichez pas sur le matelas. Un bon matelas, ça ne coûte pas 300 €. Un bon matelas, ça coûte un tout petit peu. Donc, investissez dans un bon matelas. Une bonne literie. De bons draps, blancs, propres. Pas des draps verts, bleus. On ne fait pas d'expérience là-bas. Pourquoi les hôtels mettent toujours des draps blancs, à votre avis? Non, d'abord, c'est propre et on voit que c'est propre. Et le blanc a ce côté éclatant, quoi. Donc, la lingerie. Glissement. Vous voyez, on parle de lit, lingerie. Bon. Ok, literie. Donc, on se retrouve donc dans pas la lingerie, hein, mais on se retrouve donc avec... en fait, il faut juste avoir beaucoup de bon sens. Moi, chaque fois que je vais dans un hôtel, maintenant, je prends des photos. Toujours. Pour voir, comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça. Toujours, je prends des photos. Donc, si vous voulez entrer dans ce business, chaque fois que vous entrez dans un endroit que vous trouvez beau, prenez des photos. Vraiment, j'aime beaucoup cet effet-ci, dans le palais. J'aime trop cet effet. Donc, c'est le genre d'effet que vous avez, mais qu'est-ce qu'ils ont mis? Qu'est-ce qui fait qu'on a cet effet? Vous pouvez vous questionner, vous prenez des photos et après vous envoyez ça à votre designer d'intérieur. Mais si vous voulez faire de la création, vous devez avoir un designer d'intérieur à côté de vous. Et quand on est en Europe, il faut faire très attention. Beaucoup de choses que vous voyez ici ne sont pas applicables en Afrique parce qu'ils n'ont pas l'équivalent là-bas. C'est pour ça qu'il faut avoir des designers locaux. Quand il pense quelque chose, il sait où il peut aller trouver ça. Mais un gars qui pense ici, il ne pourra pas le dupliquer là-bas. Donc, une fois que vous avez donc fait cette étape-là d'ameublement, on considère que vous avez eu un architecte qui vous a bien fait les travaux, ainsi de suite, que tout est propre dans votre appartement, que votre contrat est bien. Arrive donc maintenant l'étape des plateformes. Et là, je vous donne la stratégie de décollage et après, on prend des questions. Moi, j'ai une stratégie qui est très simple. C'est, quand on fait un business comme ça, il ne faut pas être pressé de récupérer son argent. C'est le piège dans lequel beaucoup tombent. C'est que vous vous dites, mais j'ai tellement investi. J'ai mis 15 000 €. Prix de la nuit, 200 €. J'ai trop souffert. Entre les vols, les arnaques, je dois récupérer mon argent. Oui, mais ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce qui fait fonctionner une plateforme? Je suis bien placé pour le savoir. YouTube, c'est une plateforme. Et toutes les plateformes ont le même fonctionnement. Vous devez comprendre quel est le système qui fait fonctionner. Parce qu'en fait, celui qui vous enrichira, c'est toujours la plateforme. Tu ne progresses pas sur YouTube parce que les gens aiment tes vidéos dans les groupes WhatsApp. Tu progresses sur YouTube parce que l'algorithme te propulse. Tu ne progresses pas sur Airbnb parce que tu donnes tes groupes dans les quartiers pour dire, les gars, venez chez moi. Tu progresses parce que l'algorithme d'Airbnb met en avant ton appartement. Comment l'algorithme réfléchit? Qu'est-ce qu'il veut pour propulser un appartement? Bon, on ne va pas entrer dans le domaine des meublés. Vous avez un élément qui est l'élément suprême, ce sont les commentaires. Ça veut dire que quand vous avez un appartement, vous devez utiliser la règle des 100. La règle des 100 dit que vos 100 premiers clients, vous les traitez comme des rois, littéralement. S'il pleut, tu mets ta main, la goutte tombe sur ta main, ça ne touche pas le sol. Tu es prêt à tout faire pour eux. Tout. Tout. Ce qui est légal, bien sûr. Tu es prêt à tout faire pour satisfaire ce client. Parce que derrière ça, tu vas espérer qu'il te mette 5 étoiles et un bon commentaire. Quand on fait de la location meublée, on vit des 5 étoiles et des commentaires. Moi, dans mes meublés, je donne un bonus à mon responsable chaque fois que j'ai 5 étoiles et un commentaire. Il a une prime. C'est pour l'inciter à suivre les clients. Quand on commence à avoir beaucoup d'appartements, vous créez votre propre site, bien évidemment, et vous commencez à faire votre deal de côté. Mais tant qu'on a un appartement, 2 appartements, avoir un site, ça n'a aucune pertinence. Les plateformes doivent rester votre principale source.
Et quand vous allez voir quand un client vient chez vous, 1, 2 fois, ça se passe bien. La fois d'après, il vous contacte en direct, il ne passe plus par la plateforme. Et donc, vous bénéficiez donc de l'argent qui est donné à la plateforme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les bons commentaires, c'est... Voilà. Mais ça peut arriver qu'un commentaire, un client vous note mal. À ce moment-là, répondez. Ne laissez pas qu'il y ait une seule version de l'histoire. Et je m'en suis rendu compte. Il y a des clients malhonnêtes. Ils viennent dans ton appartement. Je me rappelle d'un client comme ça. Il est venu dans l'appartement. Il a loué l'appartement et c'est sa copine qui est d'abord venue habiter dedans. Comme on a une société de location de voitures en même temps, en plus, c'était parmi nos tout premiers clients. Mais mon gars est allé accompagner la fille jusqu'au marché. C'est pas conclu dans le deal, hein, pour qu'elle fasse des courses. On a tout fait pour eux. Quand ils sont arrivés, il y a eu une coupure d'eau. Et quelques heures après, coupure d'électricité. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas te laver. Le gars venait des États-Unis, en colère. Il a commencé à sortir tous les jurats américains. Il dit, gars, c'est pas ma faute. Hein? Et c'est pour de vrai. On ne coupe jamais dans ce quartier. Je ne sais pas ce qui arrive. Pourquoi on a coupé quand tu étais là? Mais le reste de ces jours était nickel. Le gars est parti sur Airbnb après. Un commentaire salé. C'est vrai que l'appartement est bien, c'est vrai que... Mais il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, c'est vrai qu'il ne pouvait rien faire. Pourquoi tu fais ce commentaire alors? Parce que tu reconnais toi-même qu'il n'y avait rien qu'on pouvait faire. Mais ça, tu ne le laisses pas public. Tu viens, tu réponds. Oui, nous sommes désolés de. Toutefois, nous espérions que vous aurez pris en compte le fait que on a fait ça pour toi, on a fait ça pour toi, on a fait ça pour toi, on a fait ça pour toi. À la fin, c'est lui qui est ridicule. Parce que les gens savent qu'il y a des gens qui sont chiants. Si tu n'as pas agi, il n'y a que des commentaires positifs. Et il y a quelqu'un qui met un commentaire négatif et tu expliques le contexte, le commentaire négatif, au contraire, ça te renforce en tant qu'hôte. Donc, tout ça, c'est pour pouvoir vendre. Au niveau du prix, je recommande fortement de baisser votre prix quand vous vous lancez d'au minimum 30%, le prix cible. Ça veut dire, par exemple, que les appartements que je veux louer à 120 €, je peux les commencer à 70 €. Ça fait mal, hein? Mais pourquoi? Parce que moi, mes appartements, c'est ce qui est drôle, que quand je lance un appartement, généralement dans les heures ou 2 jours maximum après, il peut être booké déjà sur 3, 4, 5 réservations. Parce que les gens voient une chose. Cet appartement est trop bien pour son prix. Pourquoi vous pensez que les soldes marchent tous les ans? Parce que pendant les soldes, les consommateurs que nous sommes, nous pensons qu'on est plus intelligent que le gars qui a le produit et qui a baissé son prix. On se dit, c'est le moment d'acheter, hein? Parce que tu penses vraiment que quand lui il a baissé le prix, il n'avait pas fait de calcul. Moi, ça me montre juste combien il gagne d'habitude. C'est tout. C'est un peu comme quand dans les centres commerciaux, on dit qu'on paye le personnel qui travaille le double du prix le dimanche. Vous pensez que le centre commercial est à perte le dimanche? Non, il décide juste de gagner moins. Mais les autres jours, quand ils ne sont pas, du lundi au samedi, vous voyez le calcul? La marge est juste doublée. Donc, pour récapituler, c'est un très bon business avec la facilité que vous pouvez avoir plusieurs appartements. Dernier élément que j'ai failli oublier, la gestion du bien. Moi, j'ai des responsables qui gèrent une équipe dans laquelle il y a une équipe de ménage. Parce que c'est bien de construire ou d'avoir un beau bien. Il faut bien l'entretenir. Donc, il faut que le matériel que vous utilisez soit de bonne qualité. Moi, je fais laver mes canapés, nettoyer les canapés, nettoyer les tapis, les lits. Moi, je suis un petit maniaque en termes de ménage. Et il faut que, surtout dans mon cas, parce que quelqu'un qui te veut du mal, il suffit qu'il vienne là-bas. Il vient là-bas pour te salir. Le problème, c'est qu'il va pouvoir montrer une photo. Regardez, j'étais dans l'appartement de Philippe, il y avait ça. Non, ça ne doit pas arriver. Ça doit toujours être propre, nickel, ainsi de suite. L'inconvénient de ce genre de business, c'est que vous devez être exigeant et bon tous les jours. Parce que si vous n'êtes pas bon un seul jour, on oublie tous les jours que vous avez été bon. C'est un peu comme au resto. Si vous allez manger quelque part tous les jours, le jour où vous arrivez, c'est trop salé, vous vous levez, il y a des chances que vous ne revenez plus jamais. Alors que vous avez bien mangé là 10 fois.
tant pis pour eux. C'est le même business dans lequel vous voulez entrer. Les gens viendront chez vous, tout sera toujours bien. Le jour où une petite chose ne sera pas bien, ils oublieront toutes les autres fois. Et ils vont salir votre réputation. Le pire, ce serait qu'ils aient raison. Donc, l'équipe qui va faire le ménage dans votre appartement doit être impeccable. Les vitres doivent être impeccables. Tout ce qui est vitré. On se place devant. Moi, je suis allé dans la résidence de Pathé, par exemple, à Dakar. J'ai cassé une vitre là-bas. Le jour où j'ai fait la vidéo avec lui, vous ne l'avez peut-être pas vu. J'avais déjà cassé la vitre avant. C'est avant ou après la vidéo? Avant la vidéo. J'étais étourdi pendant la vidéo. Parce que je suis arrivé, les trucs qu'on voyait à la télé dans les gags, là. Je suis arrivé devant une porte vitrée, boum, je suis entré dedans. Sa collaboratrice m'a dit hier qu'après moi, il y a encore eu quelqu'un qui a encore cassé comme ça. Mais ben, c'est très propre. Tu vois rien. C'est comme ça que ça doit être. D'une propreté impeccable. OK? Donc, si vous gérez votre propreté, vous avez, moi, dans la relation, il faut être très proche des clients. Quand un client arrive, on a une procédure d'accueil et on ne te saoule pas, parce qu'il ne faut pas saouler les gens, mais on est là si tu as besoin de quelque chose. En plus, l'avantage de ce business, c'est que vous pouvez avoir des business annexes. Si vous avez un business de location, vous pouvez avoir, en parallèle de ça, un business de voiture. Puisque ces gens qui viennent, il faut qu'ils se déplacent. Donc, vous pouvez aller les prendre à l'aéroport, vous pouvez les accompagner dans leurs courses, ainsi de suite. Vous pouvez avoir un business de restauration. Il faut qu'ils se nourrissent. Vous pouvez leur faire un petit déjeuner. C'est pourquoi je fais un immeuble. Parce qu'à partir du moment où tu fais un immeuble, tu peux les nourrir. En fait, tu deviens un petit hôtel. OK? Si c'est très clair pour vous, vous avez vraiment toutes les étapes que j'applique pour lancer des biens.